Il s'appelle lui-même l'amoureux transi de Marie Vassiliev. Lui, c'est Claude Bernès, un simple employé d'une compagnie d'assurance, à la retraite, devenu collectionneur d'art après avoir croisé la route, ou plutôt l'œuvre de Marie Vassiliev, donc, une artiste russe, née en 1887 à Smolensk, l'Ukraine d'aujourd'hui, et qui, comme beaucoup d'autres peintres de son époque, attiré par Paris, y passera le reste de sa vie, avant de finir ses jours à Nogent-sur-Marne en 1957. Ça peut paraître étonnant, mais Claude Bernès, lui, la considère comme toujours vivante. Et on pourrait même le croire un peu mystique si on ne connaissait pas sa vie, à lui. Sans aucune connaissance en histoire de l'art, et surtout sans réelle capacité financière de le faire, de façon quasi irrationnelle, il s'est mis à acheter et à compiler tout ce qui la concernait. D'abord ses peintures, puis ses archives, et même ses correspondances. Toute sa vie en fait. Et elle fut bien remplie. À peine arrivée à Paris, Marie Vassiliev file tout droit à Montparnasse, qui était à l'époque le centre du monde artistique. Pour vivre de son art, elle crée d'abord son atelier, et puis rapidement, une académie de peinture. Multipliant les projets, les collaborations et les rencontres, elle devient surtout une chef de file, une meneuse, dans ce quartier peuplé de créatifs en tout genre. Autour d'elle, zigzaguent des talents comme Picasso, Braque, Erik Satie, Cocteau ou Modigliani. Mais la Première Guerre mondiale approche. Elle est aux portes de Paris. Alors que la France tressaille, elle n'a pas peur. Au contraire, elle veut aller au front pour aider les poilus. N'étant toujours pas naturalisée française, elle n'aura pas le droit d'y aller. Mais Marie Vassiliev n'a besoin de rien ni de personne pour aider les autres. Alors elle rassemble autour d'elle des énergies solidaires et monte sur pied une cantine dans le quartier de Montparnasse pour aider et nourrir les artistes et leurs modèles, essentiellement féminins, qui à cause de la guerre sont dans le besoin. Elle a la fibre sociale chevillée au corps. Vous pouvez rajouter à cela un esprit indépendant et en avance sur son temps, car au risque de ne pas faire fortune, elle n'aime pas le marché de l'art et la tutelle de ses marchands. Non, ce qu'elle aime, c'est poser ses mains créatives sur une multiplicité de supports. En plus de sa peinture cubiste, elle conçoit aussi bien des petites poupées inspirées d'art africain que des costumes ou des décors de théâtre. C'est pour toute cette vie d'artiste et l'amour qu'elle lui a donné que Claude Bernès, aujourd'hui, lui dédie la sienne. Même s'il ne connaissait rien à l'histoire de l'art, il a décidé de s'y attaquer et de tout faire aujourd'hui pour que son artiste chéri ne soit jamais oublié. Alors, je suis né à Beyrouth, où ma grand-mère était directrice de l'école normale de jeunes filles, et où mon grand-père était ingénieur des arts et métiers. Je vais quand même vous dire mon âge, donc je suis né en 1941. À cette époque, il y avait la guerre entre les Anglais et les Français, dont mes grands-parents ont décidé de revenir en France. Et en revenant en France, c'était l'occupation. D'une guerre, on est revenu à une autre guerre. Nous sommes revenus sur le bassin d'Arcachon et c'est là où j'ai fait mes études. Je n'étais pas un élève très brillant. Il y a plusieurs raisons. Mon frère était super intelligent. Ma grand-mère le soutenait, Jean-Pierre. Et quand il y avait une bêtise de fête à la maison, c'était Claude. Alors je me suis replié sur moi-même. Je recopiais les devoirs de mon frère qui me devançait d'1 an. Et c'est comme ça que je n'ai pas réussi mes études. Je suis allé quand même jusqu'au bac. J'ai échoué 2 années de suite à Mathélem. Je me dis, j'arrête. Eh bien, qu'est-ce que c'était à cette époque? C'était la guerre d'Algérie. Et en tant que bon citoyen, ma mère m'a dit, il faut que tu ailles faire la guerre d'Algérie. J'ai obéi. Donc à ce moment-là, vous en êtes déjà à 3 guerres. Oui. La guerre au Liban. La guerre au Liban. L'occupation de la Deuxième Guerre mondiale en France et là la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, une chance inouïe. Ce jour-là était un jour très particulier. C'était le jour du cessez-le-feu. Ah oui. Votre premier jour, oui, c'était le dernier jour de la guerre. Le lendemain, j'embarque dans un bateau, dans des cales, sur des chaises longues. Ça faisait du roulis, il y avait du vomi de partout. En arrivant à Constantine, j'étais complètement déboussolé.
Après, comme des bestiaux, on nous embarque dans des camions. Et tous les 500 mètres, je voyais encore quand même des militaires avec des jeeps et des mitraillettes. Je dis, oula, quoi? Dans quoi je suis arrivé? Où est-ce que je suis arrivé? Et vous vivez et vous faites la guerre, vous restez combien de temps en Algérie? Je suis resté 1 an en Algérie quand même, voilà. Je reviens à Bordeaux. Alors mon père me dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne savais pas ce que c'était qu'un employé de bureau. Je ne savais pas ce que c'était qu'un manutentionnaire. Je ne savais pas qui j'étais, ce que j'étais, une éducation trop stricte, ne mets pas les mains dans les poches, ne parle pas à la voisine, on mangeait avec mes parents, mon frère et moi, on mangeait, on allait au lit, après c'était mes parents. Le jour de ma première communion, mon oncle m'avait offert une chevalière en or. Dès que je l'ai mise à l'école, oh la fille, oh la petite fille, oh la petite fille. J'ai eu que des vexations toute ma vie. Et pourquoi on vous appelle la petite fille? Ah mais porter une bague, ça ne se faisait pas à l'époque. Maintenant, on porte, il y a des piercings, il y a tout ce qu'on veut. On pince la langue, on pince le nez, on pince... Ah non, surtout dans un petit village où il n'y avait que des ostréiculteurs ou des gens qui travaillaient à l'usine de pâte à papier. Mais vous sentiez différent? Je me sentais différent. Alors, mes parents voulaient que nous soyons les jeunes enfants les plus chics du village. Alors j'ai fait ma première communion la même année que mon frère, puisqu'on a 11 mois d'écart, habillés en smoking, comme des pingouins, le petit gilet ici, le deuxième gilet par-dessus, et tout ça en blanc. Et ma mère avait dit aux couturiers qui nous les avaient fait, nous allons repartir aux colonies. Quand je les ai tous vus arriver en petite culotte, et moi après, dans cette tenue ridicule, j'ai eu honte. J'étais pas dans les normes. Vous n'étiez pas dans les normes déjà, à la fois dû à votre éducation et votre culture, et puis à votre nature peut-être aussi. Mon éducation et ma culture, c'est tout. Et votre nature intérieure aussi. Et ma nature, voilà, c'est tout. Alors, comment ce petit garçon qui grandit dans un milieu un peu engoncé, très traditionnel, un peu bourgeois quand même, un peu bourgeois, de province, comment on devient collectionneur d'art un peu fou? Déjà, il faut que je vous parle de mon arrivée à Paris. Alors j'avais une chambre de bonne, la plus belle vue de Paris. J'étais au 1 rue Gay-Lussac, j'avais à mes pieds tout le jardin du Luxembourg, je voyais la tour Eiffel, je voyais le tout Paris. Mais l'eau se trouvait sur le palier. Aïe. Je n'avais pas d'eau. Je n'étais pas plus malheureux. Voilà. Et pendant plusieurs mois, je n'ai pas travaillé par honte. Je prenais le journal tous les matins au libraire du métro Luxembourg. Je faisais les petites annonces, manutentionnaire, employé de bureau. J'allais sur place, mes jambes tremblaient, je n'osais pas rentrer. Je n'osais pas faire le premier pas, de peur de me présenter. Je ne savais pas ce que c'était qu'un CV à l'époque, et qu'est-ce que j'aurais pu mettre sur mon CV? Pas grand-chose. Vous étiez d'une timidité maladive. Ah, c'était maladif. Vous et puis après, pas. j'ai eu la chance de rencontrer une personne avec qui j'ai passé une partie de ma vie. M'a dit, Claude, est-ce que tu pourrais me prêter de l'argent? T'as dû toucher ta paye. Je lui faisais croire que je travaillais. Il me dit, pourquoi, espèce de con, pourquoi tu me l'as pas dit? Il fait les petites annonces, compagnie d'assurance, le continent cherche employé. Je m'en vais rue Vivienne, et 15 jours après, j'ai eu une réponse positive de ma compagnie d'assurance. Votre première? Ma première et ma dernière. C'est un travail qui ne me plaisait pas. J'étais pas dans mon domaine du tout. Mais au moins, j'avais un toit, ma chambre de bonne, et j'avais du travail. Si j'étais obligé de revenir en arrière, je le referais. Du moment que j'ai un toit et que ma retraite tombe régulièrement, je m'en contenterai. Parce que vous savez, quand on vit dans un appartement comme celui-ci, j'ai toujours la hantise de quoi? D'un cambriolage, d'un dégât des eaux, d'un... Vous voyez,
Pourquoi? Parce que plus on possède, plus on a peur de perdre. Et c'est tout. Et Bien oui. sûr, bien sûr. Je me dis, mon Dieu, Et c'est ce si qu'il y a de plus. l'appartement brûle, si toutes les Bien archives sûr. de Marie brûlent, j'aurais perdu Bien sûr. une tranche de... voilà. Une tranche de vie. Pas de ma vie, de la vie de Marie Vassiliev. Bien, en plus, justement, vous parlez de Marie Vassiliev, comment cet employé d'assurance, pas très heureux au travail, aujourd'hui, moi je vous vois dans un appartement rempli d'œuvres d'art. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous connaissez Paris, je travaillais au Continent, et le Continent était très proche de la salle des ventes de Drouot. Donc Bien sûr. tous les midis et tous les soirs, je faisais les salles des ventes pour m'enrichir. Et c'est là où j'ai appris, j'ai compris que tel objet était intéressant, que celui-ci ne l'était pas, que ça c'est une copie. Vous vous souvenez de la première fois où vous rentrez à Drouot? À Drouot, je vais vous expliquer. Je dis à une collègue de bureau avec qui était sympathique, toutes ne l'étaient pas. Geneviève, tu sais, j'aimerais rentrer à Drouot. Est-ce que tu crois qu'on peut rentrer comme ça, que c'est libre? Oh, elle me dit, t'as qu'à me suivre. Puis après, une fois que je savais que c'était ouvert à tout le monde, eh bien, je suis rentré. Et vous vous souvenez de votre ressenti la première fois où vous rentrez chez Drouot? Oh, quand j'ai vu tous ces objets, il y avait 16 salles, objets africains, objets 18e, bijoux, tout ce qu'on veut. Je me suis dit, voilà, tous les soirs, en sortant du travail, eh bien, j'irai là. Voilà. La journée était quand même entrecoupée de joie. Drouot, c'est un lieu dans Paris, dans le 9e arrondissement, Oui, qui est une salle de vente aux enchères. Donc Oui, il y a oui. des ventes tous les jours, de l'art ancien, du street art maintenant, Oui, que oui. de l'art contemporain, de la mode. Mais c'est surtout un lieu où on peut voir gratuitement plein d'œuvres d'art puisqu'elles sont exposées avant d'être vendues. Eh bien justement, les gens qui sont sans travail, je leur conseille d'aller à Drouot. Ils peuvent passer des après-midi agréables à regarder, à s'asseoir, à discuter avec des gens, comme je l'ai fait. Mais plus globalement, quand vous achetez, qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites un achat, quand vous contemplez? Je me dis, je suis heureux comme vous ne pouvez pas imaginer. Si c'est un livre, il me tarde de rentrer chez moi pour le feuilleter parce que j'ai un ami qui a aussi la méchanceté de me dire tu achètes beaucoup de livres, est-ce que tu les lis seulement? Mais quand j'achète l'objet, je me suis dit quand même, je devrais m'acheter également l'autre objet que j'ai vu sur le trottoir. Oh, mais tes finances ne te le permettent pas. On n'est jamais satisfait. J'ai raté des objets parce que je me suis dit, mais comment les ramener chez moi? Je ne savais pas que les marchands des puces avaient la possibilité de vous livrer. Je n'avais pas les moyens de me payer un taxi pour me ramener un objet assez encombrant. Donc j'ai raté plein d'affaires comme ça. Ah oui, c'est dommage. C'est quoi cette joie? Vous me parlez de cette joie là quand vous achetez, vous êtes. Après, il y a une forme de satisfaction, il y a une forme d'apaisement presque quand une fois qu'on a acheté, on a une réalisation, on s'est réalisé quoi en fait. On oublie tous les soucis. Un seul achat. Vous voyez, ces jours-ci, j'ai des dégâts des eaux. Je trouve un petit document concernant mon artiste préféré. Rien que de trouver, je ne pense plus à mon dégât des eaux. Voilà. Ça ressemble à de l'opium. Oui, oui. Ah, c'est l'opium. Sans que je me sois jamais drogué. Vous n'avez pas besoin, parce que ce que vous décrivez en fait comme ressenti après vos achats, c'est tout simplement ce qui se passe quand des gens prennent des drogues, pour oublier, pour s'apaiser, pour être dans une autre réalité, pour oublier la réalité. Et oui, puis alors, l'objet que j'achète aux puces, j'ai déjà vu à peu près le même en salle des ventes. Et en regardant les catalogues, je sais ce qu'ils représentent. Est-ce que vous aviez les finances pour faire ce que vous faisiez? Oh, je ne les avais pas. Je ne les avais pas. Alors comment on fait? Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Quand on n'a pas l'argent, mais quand on a l'envie, quand on a une passion comme la collection, et voilà, quand on n'est pas François Pinault, comment vous faisiez? Eh bien, j'ai un fromager dans le quartier qui pourrait vous dire. Bon. Oui. Quand j'arrivais chez lui, un camembert bien fait. Oui, monsieur. J'ai dû peut-être manger pendant 15 jours de suite, peut-être même plusieurs mois, des sandwichs au camembert. Après, j'ai mangé des sandwichs aux bananes. Voyez,
C'est tout. Bon, je crois avoir compris, c'est qu'en fait, la passion de la collection fait que vous étiez prêt à vous restreindre à J'étais côté. prêt à, disons, ne pas crever de faim. J'avais la cantine du bureau qui me nourrissait le midi. Le reste, Et j'étais vous, pas... vous en étiez là, c'est-à-dire que vraiment, après un achat en vente aux enchères, il n'y a plus d'argent sur le compte en banque Oui, oui. et vous n'avez plus assez pour vous acheter à manger correctement. Vous en Oui, êtes là. oui. Mais dès que vous retouchez une paye, Oui. vous retournez en vente. Eh bien oui. Ok. L'argent, vous me donnez maintenant 1 million, c'est quand même une somme. Oui, c'est pas mal. C'est le prix de la banane. À Art Basel, Vous voilà. connaissez la banane? Oui, bien sûr, bien Bon. sûr. Et alors, La banane de justement, Maurizio Cattelan qui a été Oui. exposée à Art Basel Miami il y Beach. en a 3 exemplaires. C'est moi qui vais acheter le 3e. Vous êtes sur la liste. Oui. Et donc, cet employé modèle des assurances découvre, grâce à l'hôtel Drouot au salon de vente aux enchères, vous découvrez l'art, vous découvrez la passion de l'achat et de la collection. Oui, oui. Et donc, comment vous rencontrez Marie Vassiliev? Alors, Marie Vassiliev, j'ai eu une chance inouïe. Alors, un jour que je me trouvais chez mes parents à Bordeaux, mon copain Jacques m'appelle et me dit: Claude, ce soir avec Bernadette, nous allons chez le docteur Germain. Tu ne seras pas déçu. Que fait Claude Bernet? Jackie, c'est d'accord, mais quand même, dis au docteur Germain que tu amènes un ami. Ça se fait, je ne vais pas Bien comme sûr. ça à l'improviste chez quelqu'un. Vous aimez bien qu'on vous annonce. Quand j'arrive chez ce docteur, c'était pas une salle des ventes, c'était 1000 salles des ventes. Il y avait des tableaux de partout, des lacs de Dunant, des Tsuba, des livres d'heures, des incunables. Il avait des tableaux de Marquet, il avait des choses insensées et des tableaux de Marie Vassiliev. Oh, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore plus beau que Picasso, parce que Picasso, je l'ai toujours porté au nu. Oh, le docteur commençait déjà à être aveugle. Il m'a fait visiter tout son appartement de la cave au grenier en passant par les water, en me disant voilà ça, voilà ça, voilà ça. Et puis ce docteur, un jour, il n'a pas connu ses 100 ans, quelques jours près. Et bien il est mort avant. Et ses héritiers ont décidé de vendre à l'amiable les objets. L'expertise de l'appartement a duré 5 jours tellement qu'il y avait d'objets. Vous savez que les Bordelais sont très, très formels, très conservateurs. Après 1900, ça ne compte plus. Donc, ils avaient donné des véritables estimations pour des céramiques de La Rochelle ou de Rouen ou de je ne sais pas quoi. Mais les lacs de Dunant, Marie Vassiliev, Delorme, Dupin, pour eux, c'était du pipi de chien. Ils avaient donné des estimations ridiculement basses. Une chance pour vous. Une chance pour moi. C'est sur cette vente-là où vous êtes tombé amoureux, on peut le dire, des tableaux de Je suis Marie tombé amoureux Vassiliev. sans connaître l'artiste. Je ne savais pas, que je ne connaissais ni son nom, ni son œuvre. Ça, c'est quelque chose qui revient depuis que vous avez commencé à acheter, puisque a priori, vous achetez toujours sans connaître, sans spécialement avoir une grande connaissance de Oui, l'art oui. ou de l'histoire de l'art. C'est petit à C'est petit. juste un sentiment, une émotion. Une Voilà. émotion. Vous Une savez émotion. l'expliquer? J'aime l'objet un petit peu particulier. Vous aimez l'originalité. L'originalité, quelque chose que je n'ai jamais vu. Est-ce que c'est une manière pour vous d'exprimer votre originalité que vous ne pouviez pas exprimer quand vous étiez par exemple petit? Oui, c'était de ne pas pouvoir... là, je m'exprimais. C'était un moyen de m'exprimer. Je l'achète. Voyez, avant j'avais honte d'acheter de peur de me tromper. Une fois le premier objet acheté ayant été rassuré, après je me suis dit, allez maintenant, essaie de prendre tes responsabilités. S'il y a un objet qui te plaît, et si tu as les moyens de l'acheter, tu l'achètes. C'est une affirmation. Et donc quand vous rencontrez, enfin quand vous voyez la première fois, vous voyez une toile de Marie Vassiliev, c'est donc dans le salon du docteur Germain. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez? C'était même pas un salon, c'était un capharnaüm. Un capharnaüm. Oh, je vous dis, j'ai cru que j'étais chez Picasso. Comme c'est mon ami qui m'a dit, c'est à partir d'aujourd'hui que les héritiers vendent, j'ai dit à Jackie, tu achètes d'abord ce que tu veux. Moi, je passe en deuxième. Et après, je dis, Jackie, t'as terminé maintenant ton choix? C'est mon tour. C'est mon tour.
Combien coûte ce vase de Dunant? Vous me le mettez de côté. Je vois un écran de cheminée de Dunant. Je vois des vases de Buteau, vous le mettez de côté. Je vois des Vassiliev, vous me les mettez de côté. Et entre-temps, je faisais le cumul, combien ça faisait d'argent dans ma petite tête. Alors, au moment de payer, bien entendu, je n'avais pas un radis. Quand faut passer à la caisse, Alors, quand j'habitais ma chambre de bonne, je mettais de l'argent de côté sur un plan d'épargne logement pour être un jour propriétaire. En revenant à Paris, je suis allé voir mon banquier, bien entendu. Madame, est-ce que je peux retirer tout l'argent de mon plan d'épargne logement? Bien entendu, monsieur, mais vous ne pourrez plus bénéficier de l'avantage. Oh, tant pis, madame, tant pis. ça vous rend un peu irrationnel en fait. Ah oui, Il y avait toute cette somme de tableaux de Marie Vassiliev, Oui. les Dunant, et là, je à ce moment, préférais les tableaux à l'argent. vous prenez une décision qui est presque dangereuse, un peu risquée finalement, elle était dans une gestion du dangereuse. temps. Très bien, d'accord. Donc votre banquière, elle vous donne l'argent du plan épargne logement, vous achetez tous les tableaux de Marie Vassiliev, Oui. vous en avez combien? J'en ai maintenant 120. Non, pardon. Là, vous en Là, achetez j'ai dû en combien acheter dans la vente? une vingtaine. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de Marie Vassiliev maintenant? Je ne suis pas habitué, cher monsieur, à faire des interviews. Je peux vous lire une petite page que j'ai écrite. Eh bien, si vous voulez. Si vous voulez. Je suis un homme de l'ombre, et bien évidemment, je suis gêné de paraître ici dans la lumière, devant vous, monsieur. On m'a appelé, et je m'appelle moi-même, l'amoureux transi de Marie Vassiliev, dans une revue qui s'appelait City Magazine. Allez-y, hein, mais c'est les offres commerciales, c'est ça? Un inconnu, encore. Eh bien, il rappellera. Bon, on m'a appelé dans une revue qui s'appelait City Magazine, amoureux, transi et collectionneur vrai de Marie Vassiliev. Ça, c'est votre fonction. Ça me convient très bien. J'ai découvert son travail chez le docteur Germain. J'ai été immédiatement conquis par le travail de cette grande artiste. Comment ensuite la connaître mieux? Rassembler ses œuvres, les photographies, les archives qui la concernent. L'homme de l'ombre, à force d'un travail de fourmi, a pu pénétrer dans l'intimité de sa vie et s'étonner qu'une artiste d'un tel talent ait pu sombrer dans l'oubli. Marie Vassiliev était une femme de petite taille, aux traits assez carrés, à la voix grave et ferme. Tout en elle indiquait l'énergie, la décision, la force de caractère et aussi l'optimisme, l'amour de la vie, de la gaieté. Son enthousiasme faisait d'elle une grande animatrice, une chef de file comme on l'en dit maintenant, mais jamais elle ne privilégiait l'autorité, laissant à chacun sa liberté, sa personnalité, sa propre initiative. Je la ressens profondément comme une artiste vivante, très vivante, d'une vie trépidante et parfois difficile. Je souhaite passionnément que l'on rende hommage à Marie Vassiliev en soulignant l'importance qui a été la sienne dans l'histoire de l'art. Je souhaite qu'elle suscite davantage d'intérêt auprès des chercheurs, des critiques. On verrait alors de manière plus claire et plus vivante ce qu'a été la bohème de Montparnasse au début du XXe siècle. J'espère que le modeste hommage qui lui est rendu sera enfin le déclic de la reconnaissance de son talent. Ben, je vous remercie pour Oui. cette présentation. Voilà, tout est dit là-dedans. Et donc, Marie Alors, ce Vassiliev, que j'ai aimé quand même chez Marie Vassiliev, c'est la diversité de son œuvre. Vous voyez, dans les tableaux cubistes de Marie Vassiliev, je l'ai trouvé encore plus beau que Picasso, alors que Picasso, c'est le génie du siècle.
Marie Vassiliev, elle apportait ses couleurs de la Russie, des couleurs beaucoup plus vives. Il y a des jaunes, il y a des mauves, il y a des rouges. Donc il y avait les formes de Picasso, mais avec en plus des éclairages très chauds de couleurs, ce qui encore rendait l'œuvre encore plus belle. Puis il y avait l'âme slave. L'âme slave, voilà. L'émotivité. Être une femme artiste à cette époque-là était exceptionnel d'ailleurs. Marie Vassiliev, elle naît en 1887, en Russie, donc en Ukraine d'ailleurs. D'une famille Smolensk, quand même bourgeoise. Et de cette famille bourgeoise, Marie Vassiliev quand même a fait une année de médecine. Elle a eu un frère qui était ingénieur, un autre qui a été médecin. Elle est née à Smolensk. Alors vous savez que Smolensk est près de Saint-Pétersbourg. Ouais. C'était tourné vers l'Europe alors que Moscou était tourné vers l'Asie. Vous voyez, elle avait une culture. Quand elle est arrivée en France, elle parlait le français. Et elle arrive à Paris en 1905. Tout le monde veut aller à Montparnasse, où il y a Picasso, il y a Modigliani. Pourquoi Montparnasse a été choisi, vous le savez? Non. Parce qu'avant, vous avez une église qui s'appelle Notre-Dame-des-Champs, ça veut tout dire. Qu'est-ce qu'il y avait à Montparnasse au début du siècle dernier? Des champs. Mais il y avait des possibilités à Montparnasse de trouver des ateliers d'artistes pas chers. Et c'est comme ça que Montparnasse est devenu le rendez-vous de tous les artistes du monde entier. Et très vite, c'est devenu, tous les grands cafés se sont ouverts, la Coupole, la Rotonde, le Select, voilà. Et tous les étrangers venant à Paris, la première chose qu'ils faisaient, ils allaient là-bas. À Montparnasse. À Montparnasse. Comme Marie Vassiliev. Alors, vous vous asseyez à la terrasse d'un café, et puis vous aviez à côté tous les artistes du monde entier, tandis que maintenant ils sont tous devenus individualistes. Et si vous voulez rencontrer Jeff Koons maintenant, mais je ne sais pas comment on fait. C'est difficile, c'est possible. Et donc elle a créé son atelier dans Montparnasse, elle a créé un atelier d'artistes où elle donnait des cours, mais où aussi il y avait une fonction sociale, c'est-à-dire qu'elle nourrissait aussi les artistes et les modèles, elle faisait cantine. Quand il y a eu la déclaration de la guerre, tous les artistes étrangers qui étaient à Paris sont tous repartis dans leur pays. Elle a décidé, je vais être ambulancière. Elle passe son examen, elle a été reçue la première. Comme elle n'a pas été appelée sur le front pour être ambulancière, pour aider les gens, comme c'était une femme au grand cœur, elle a ouvert cette cantine. Est-ce que vous auriez aimé la rencontrer? Mais vous savez que je l'ai peut-être vue. Ah bon? Parce que comme elle descendait chez le docteur Germain régulièrement, sur la plage du bassin d'Arcachon, sans le savoir, je l'ai peut-être vue. Sans le savoir. Pour vous, en tout cas, vous l'avez rencontrée? Je l'ai rencontrée et je la rencontre encore tous les ans. Je vais fleurir sa tombe de Nogent-sur-Marne. Vous avez participé à la conception d'un catalogue sur l'œuvre de Marie Vassiliev. Oui. Ça, c'est une partie de ce que vous pensez devoir faire. Vous pensez devoir lui rendre quelque chose à Marie Vassiliev en faisant parler d'elle, en organisant des expositions, puisque vous êtes, on peut le dire, vous êtes peut-être modeste, mais vous êtes une personne référente. Modeste. Non, mais vous êtes une personne référente. Vous prêtez des œuvres à des musées internationaux. Oui, mais comme je me considère comme le spécialiste, c'est sûr, comme je suis qu'un autodidacte et que je n'ai pas fait l'histoire de l'art, je suis toujours obligé de faire appel à quelqu'un pour écrire un livre. Alors des fois, c'est les personnes à qui je confie toutes mes archives qui en tirent le bénéfice. Claude Bernès commence à être oublié. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la loi du marché. C'est la loi du marché, voilà, c'est tout. Marie Vassiliev, elle vous a pris par la main, elle vous a permis de vous réaliser. Ah bien sûr. C'est ça qu'elle représente pour vous? Un facteur d'émancipation? Bon, je me suis dit, toi pauvre garçon, qui n'a pas fait beaucoup d'études, eh bien, tu es quand même arrivé à un certain niveau où tu peux être fier de toi. Et tu as fait quelque chose de bien pour l'artiste en question.
bien sûr. Elle m'a aimanté, mais je suis son amant. Vous l'avez aimée, elle vous a aimanté, et Et bien sûr. et vous êtes amant maintenant. Vous êtes amant pour la vie? Ah, pour la vie. Et j'ai même sa voix, cher monsieur. C'est-à-dire? Il était une voix, celle de Marie Vassiliev. Ces poupées, comment les faisiez-vous, Marie Vassiliev? Oh, je le faisais avec toutes sortes de matières, la tête en cuir, du reste, elle était toujours habillée comme les habits qu'il porte. Vous avez fait, il nous en souvient, les poupées portraits de tous les gens connus. Picasso le peintre, Poirel le couturier, Cocteau le poète, d'autres encore. Mais n'avez-vous pas aussi fait celle de Landru? Oui, j'ai fait une poupée excessivement intéressante, la poupée de Landru. Mais j'ai senti tout de suite qu'il y a des poupées chez moi qui peuvent faire une vengeance et tuer un être. Et je l'ai gardée pour moi-même, comme dans mes collections. Cette poupée, j'ai suivi le procès et la presse et j'ai fait le portrait. Elle était habillée en chemise blanche. Elle a tenait dans les mains le carnet rouge et la tête coupée dans ses bras et les cheveux tombés jusqu'à ses pieds. Cette poupée-là, elle était extraordinaire. D'abord, Rencontrez vous aussi l'œuvre de Marie Vassiliev en parcourant le livre écrit par Claude Bernès et Benoît Noël aux éditions BVR intitulé Marie Vassiliev 1884-1957. Si comme Claude Bernès, la vie de Marie Vassiliev vous intrigue et vous fascine, allez sur le site de la Fondation des artistes, vous trouverez des informations complètes sur la vie de Marie Vassiliev ainsi que sur l'exposition qui lui a été consacrée en 2019, exposition dans laquelle Claude Bernès a prêté ses œuvres. Quelques mots pour conclure. Nous sommes très heureux de vous annoncer que le podcast Sens de la visite a été récompensé lors du dernier Paris Podcast Festival par le prix du jury dans la catégorie Conversation pour l'épisode Le faussaire est dans le vrai. C'est une très belle reconnaissance pour nous. Alors on en profite pour vous remercier chaleureusement de vos écoutes, vos retours et de vos partages de plus en plus nombreux. Sachez que cela nous encourage à vous transmettre toujours plus de témoignages passionnants dont le seul but est de vous rapprocher de l'art et des lieux qui l'exposent.